Bonjour à tous. Merci à Guy et aux équipes de nous réunir à nouveau physiquement. Je suis ravi d'avoir l'opportunité d'animer aujourd'hui ce débat sur un des sujets les plus essentiels, mais à mon sens aussi des plus difficiles à appréhender quand on parle de santé. On ne va pas débattre de l'importance de la prévention. Je pense que personne n'est à convaincre dans cette salle. Je pense aussi qu'on est tous convaincus qu'on n'en fait pas assez. Et donc ce que je vous propose, c'est vraiment qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on peut vraiment accélérer encore, faire plus et faire mieux. Qui doit-on mobiliser pour cela et comment ? Comment est-ce qu'on mobilise les acteurs qui sont nécessaires ? Aurélien Rousseau parlait tout à l'heure de coalition. Comment est-ce qu'on mobilise les coalitions ? Comment est-ce qu'on est dans le quotidien des citoyens pour réussir à vraiment avoir de l'impact sur ces actions de prévention ? Alors c'est un sujet qui est très large. Ce que je vous propose, c'est qu'on le prenne par cercle concentrique, en commençant par parler de la prévention secondaire et donc de la prise en charge des malades chroniques, qui est un domaine dans lequel on a encore, par rapport à un certain nombre de nos pays voisins, des progrès substantiels à faire en France, et donc comment est-ce qu'on peut y arriver. Et puis ensuite, on s'intéressera aux facteurs de risque en élargissant, en parlant des comportements humains à risque, de l'environnement de vie directe, et puis de l'environnement au sens plus large, santé animale, environnement. Et du coup, peut-être pour commencer, et pour parler de prévention secondaire, je vais me tourner vers Marguerite, en tant que médecin. De votre point de vue, comment est-ce qu'on peut améliorer la prise en charge des patients chroniques dans notre pays ? Alors, merci de me permettre de parler de cette question qui, en fait, est au cœur de notre exercice en tant que médecin généraliste. Ça fait 30 ans que je suis installée et en 30 ans, j'ai vu l'évolution d'une médecine curative. On est vraiment allé vers une médecine plus préventive avec une augmentation des patients avec les pathologies chroniques. Ce dont les patients qui ont des pathologies chroniques ont le plus besoin, c'est de temps. Or, ce dont les médecins manquent, c'est du temps. Donc, effectivement, il y a un certain paradoxe. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'un travail avec une infirmière déléguée à la santé publique et à l'éducation thérapeutique. J'ai mis en place ce dispositif dans le cadre du protocole Asalée il y a à peu près 7 ou 8 ans. Et c'est vrai que ça a complètement, considérablement changé mon exercice. Et puis récemment, j'ai mis en place une assistante médicale donc, qui aussi participe donc, sur son versant et plus sur le dossier du patient à la prise en charge de ces patients, donc tenue du dossier, accompagnement du parcours, parce que ces patients, c'est un vrai parcours du combattant pour obtenir des rendez-vous chez les spécialistes et les ophtalmos. Et donc l'assistant médical m'aide beaucoup dans ce cadre-là. Que fait l'infirmière ? L'infirmière, elle donne du temps au patient. Elle lui donne du temps pour comprendre sa maladie et pour le rendre autonome. Parce que le but, c'est quand même l'autonomie de ces patients, parce que ça va s'inscrire dans la durée. Voilà, donc c'est une expérience que j'ai menée et pour laquelle je pense que ça améliore énormément et je vois des petits miracles à chaque fois. Puisqu'en même temps, elle agit sur le patient, mais elle met des groupes de patients ensemble, elle change les comportements et elle les aide à évoluer. Donc, je pense que c'est une des pistes, en tout cas, que j'ai expérimentée, qui a montré son efficacité. D'autres expériences ? Comment est-ce que ce type de démarche, on peut s'assurer qu'au fond, elle prenne, elle se généralise ? Qu'est-ce qui fait que, voilà, aujourd'hui, on a peut-être plus de ça que précédemment ? Peut-être, Frédéric, l'hôpital est de plus en plus engagé aussi dans ces démarches-là. Peut-être tu veux nous parler de démarches de santé populationnelle que vous avez commencé à expérimenter. L'hôpital, de toute façon, par nature et par principe, il a vocation à être structurant et à travailler le plus largement possible. Au-delà de ses missions de plateau technique et de recours, il a aussi vocation, et on le voit dans de plus en plus de territoires, à travailler avec la médecine de ville. De ce point de vue-là, la création des communautés professionnelles des territoires de santé, les CPTS, permet aussi maintenant d'avoir des interlocuteurs structurés et d'entamer des dialogues qui, dans certains territoires, sont déjà très, très mûrs et très avancés.
Tu évoques effectivement une démarche qui a été poussée par la Fédération hospitalière de France il y a quelques années et autorisée par un amendement à un PLFSS il y a 3 ans, qui était une démarche de responsabilité populationnelle, c'est-à-dire de démontrer par la preuve que quand on laisse faire les acteurs sur le territoire, sur des sujets précis, et en l'occurrence ça concerne 5 territoires, sur 2 pathologies, le diabète et les maladies cardiovasculaires, quand on laisse faire les acteurs pour inventer des réponses les plus adaptées et aux caractéristiques de santé des habitants des territoires, mais aussi à ce qu'est l'offre de soins sur chacun de ces bassins, eh bien, on peut avoir des réponses qui seront certes très différentes entre Douai, Niort, Troyes, Quimper, et j'oublie le 5e, ça reviendra, qui seront peut-être très différentes à l'arrivée, mais qui permettront quand même d'avoir des solutions adaptées. Derrière tout ça, comment ça fonctionne? Alors, comment ça fonctionne? Depuis 2-3 ans, on a mis autour de la table tous ceux qui, sur ces 2 types de patients, de filières, sont intervenants, depuis l'hôpital jusqu'à effectivement des acteurs collectivités locales, équipes paramédicaux, libéraux, bien sûr, donc tous ceux qui sont partie prenante, j'allais dire, du suivi de ces patients, pour essayer d'améliorer l'efficacité de la prise en charge collective. Et à l'arrivée, d'avoir des indicateurs qui ont été définis avant, de manière à ce qu'on puisse mesurer l'avant et l'après, puisque évidemment ça n'a d'intérêt que si on mesure cette efficacité, on la mesure, effectivement, que les solutions mises en œuvre sont des solutions qui sont pertinentes, plus fluides, mieux huilées entre les uns et les autres. Derrière ça, et derrière cette petite expérimentation, on fonde beaucoup d'espoir, on est nombreux à fonder beaucoup d'espoir, de pouvoir démontrer que finalement, si on faisait faire une révolution copernicienne à notre système de santé, qui fasse beaucoup plus confiance aux acteurs de terrain pour élaborer des réponses, sans doute que tout le monde s'en porterait mieux, et au-delà de ces 5 territoires, bien sûr, et au-delà de ces 2 pathologies. Donc c'est une espèce de démonstration par la preuve, qui est un peu longue à monter parce qu'on change un peu les habitudes, mais qui est très prometteuse. On va dans les prochains mois publier un premier bilan. On est accompagné par des universitaires, on est accompagné par des gens qui viennent aussi aider les acteurs locaux pour bien, effectivement, que cette démarche puisse être mesurée. Et le rêve, mais bon, je ne sais pas le lieu d'en parler maintenant, mais le rêve de tout ça, ça serait effectivement un système de santé où finalement l'État définirait des objectifs, et pour faire très vite et très court, et les acteurs de terrain, finalement, définiraient le chemin qui permet d'aller de la situation à l'objectif qui est fixé, c'est-à-dire en fait à améliorer la prise en charge de la population. Avec ce que je retiens, cette notion de dire il faut que chaque solution soit adaptée à son territoire et au bassin. Peut-être d'autres expériences comme ça sur Laurence? Je peux parler effectivement de l'expérience de la mutualité sociale agricole aussi, puisque donc c'est l'éducation thérapeutique notamment, c'est un axe fort de notre politique institutionnelle. Donc on est effectivement sur une population qui est plutôt vieillissante, dans le cadre de la population agricole, puisque les constats qui ont été faits, c'est qu'on a une population qui est presque 10 ans plus âgée que la population générale, et avec 21% de nos assurés qui sont en affection longue durée. Donc on voit il y a un véritable enjeu aussi pour nous, effectivement, à accompagner ces pathologies chroniques, justement, peut-être par cette approche, par l'éducation thérapeutique qui permet aux personnes d'acquérir une meilleure compétence, finalement, dans la gestion de leur maladie, grâce à des règles d'observance thérapeutique, des règles hygiéno-diététiques, des règles d'autosurveillance que les personnes, effectivement, apprennent à développer individuellement. Donc voilà, pour nous, c'est un axe effectivement extrêmement important. On agit aussi plutôt sur des territoires ruraux, de par notre spécificité, donc sur des territoires qui sont plutôt loin des grandes villes, qui n'ont pas forcément un accès aux soins complètement optimal. Donc c'est aussi une façon d'être. Et les acteurs que vous mobilisez là-dedans, c'est qui? Alors on travaille avec de nombreux partenaires, dont certains effectivement se retrouveront autour de cette table. Donc on travaille avec les maisons de santé pluriprofessionnelles, notamment toutes les structures d'exercice coordonné qui sont des vecteurs pour nous extrêmement importants pour accompagner nos programmes. On travaille avec des réseaux de santé.
Et on a la chance, donc, dans la région d'où je viens, donc la région Grand Est, notamment Lorraine, Alsace, d'avoir des réseaux très développés, notamment sur les maladies métaboliques, mais pas que, donc en gériatrie aussi. Donc on a des partenaires, effectivement, avec qui on peut s'appuyer pour développer en proximité ces programmes. Oui. Et on participe aussi à leur formation en éducation thérapeutique. Jacques ? Moi, je suis pédiatre et j'ai donc, il y a plus de 15 ans, essayé de monter, et j'espère réussir, un réseau de santé autour de l'enfant obèse, dans la prévention, dans sa prise en charge en Île-de-France. Et finalement, prendre l'historique, c'est comprendre peut-être les freins et les difficultés. La première difficulté, notre ambition, c'était de réunir à la fois le monde de la ville, le monde de l'hôpital, le monde de la PMI, le monde de la médecine scolaire, tout d'abord sur le territoire de la ville de Paris, puis nous avons essaimé. Il y a une première constatation, c'est que historiquement, c'est un monde qui ne se connaît pas. C'est-à-dire qu'une très grande difficulté, même si les gens au départ ont une formation identique, leur mode d'exercice, leur appartenance à une institution, fait qu'ils rentrent dans une culture qui est assez différente de leurs voisins. Et l'interpénétration des cultures est source d'incompréhension, de conflits qu'il faut petit à petit amener à résoudre. Deuxièmement, on a connu aussi l'évolution d'avant les ARS, c'était la DHOS, enfin, Direction Hospitalisation des Soins, qui avait proposé, suite au réseau SIDA, en fait, qui avait été un des premiers réseaux ville-hôpital, de structurer ce type d'outils. Donc, ce qui est compliqué, c'est d'abord que les gens se connaissent, et au départ, on a commencé par avoir un module commun de formation qui rassemblait tous les types d'exercices, les diététiciennes, les psychologues, tout le monde, pour avoir un langage commun petit à petit. Donc, ça a porté plutôt ses fruits. Mais la deuxième difficulté, c'est d'essayer de comprendre, quand nous sommes soignants, on ne comprend pas forcément le fonctionnement des financeurs, on ne comprend pas le fonctionnement de ce qui va être pérenne, de ce qui ne va pas être pérenne. Et quand on est président de réseau, c'est assez compliqué, quand on a des budgets qui vont jusqu'à 1 million d'euros, d'essayer de tenir tout ça. Donc il faut s'entourer de professionnalisme qu'on n'a pas forcément au début, mais qui petit à petit vient parce qu'on embauche effectivement des gens qui ont cette capacité que moi je n'ai pas. Voilà, en gros, pour les difficultés d'initiation, on pourra reparler du contenu après si vous le désirez. Ouais. Donc comment est-ce qu'au fond, on crée une culture, une connaissance mutuelle, un dialogue, peut-être aussi de la donnée qui permet de rendre ce dialogue transparent. On a néanmoins, enfin vous avez évoqué d'autres acteurs que des acteurs de soins, mais on a quand même beaucoup pour l'instant parlé des acteurs de soins. Si vous voulez bien, je propose qu'on élargisse du coup d'un cran le cercle et on se dit, au fond, pour être vraiment dans la prévention des comportements humains à risque, comment on doit faire et comment est-ce qu'on... Alors oui, on mobilise le système de soins, mais comment aussi on arrive à mobiliser plus largement. Peut-être, Marc, vous pouvez nous partager votre expérience ? Oui, alors il y a deux niveaux, évidemment, puisqu'il y a déjà un niveau santé publique, de prévention santé publique, qui est bien connu, qui est la question des groupes à risque. Mais il reste toujours une dimension qui aujourd'hui est extrêmement compliquée. C'est, par exemple, dans le domaine que je représente, beaucoup la prévention du suicide, c'est la question du passage à l'acte, de l'intimité du passage à l'acte. Pourquoi, finalement, certaines personnes appartenant à des groupes à risque passent à l'acte et ceux qui n'y appartiennent ne passent pas à l'acte et ceux qui n'y appartiennent pas passent à l'acte? Il y a toujours quelque chose d'un petit peu mystérieux là-dedans. Et donc, là, cette prévention doit faire appel à d'autres systèmes d'intervention. Et ce que je voudrais défendre un petit peu ici, c'est que, notamment en médecine, le modèle, et particulièrement dans le domaine des enfants et des adolescents, inverse la logique de prise en charge. C'est-à-dire qu'il y a, pour faire de la prévention et du soin, il y a beaucoup quand même la dimension du collègue singulier, du praticien avec le patient, etc. Je pense que ce qui a apporté beaucoup, comme souvent à un moment, peut par la suite être quelque chose qui est bloquant, ou en tout cas qui empêche l'amélioration des choses. Donc, notamment chez les enfants et les adolescents, pour faire de la prévention, c'est de passer d'un modèle centré sur les personnes à un modèle centré sur l'écosystème, sur le milieu de vie, sur, enfin, du moins un abord écologique des situations. Alors, je suis psychiatre d'adolescents au CHU de Tours, donc j'ai travaillé de plus en plus avec, non pas les adolescents directement, mais au travers de leur famille.
Et nous avons là un modèle à la fois thérapeutique, mais de façon extrêmement conjointe, un modèle préventif, puisqu'on travaille avec différents membres de la famille et on évite ce qu'on voit souvent dans certaines familles, c'est-à-dire le passage de situations pathologiques d'une personne à une autre. Parce que finalement, le travail se fait globalement, y compris avec les plus jeunes, y compris avec les parents, qui du coup sont vraiment acteurs du soin. Et je pense que ce modèle de thérapie familiale est un modèle qui devrait être étendu à beaucoup d'autres situations de prévention et de soins et d'intervention dans le domaine de la santé, mais sans doute bien au-delà. Donc c'est vraiment ça que je voudrais mettre en avant. Pour renforcer cette idée, c'est que pour les enfants, compte aussi, puisqu'on est dans les collectivités territoriales, ce qu'offre la collectivité dans laquelle ils vivent, comme lieu, par exemple, tierce pour l'accueillir dans des moments, des lieux non médicaux et des lieux sociaux qui permettent à l'enfant de pouvoir avoir un effet tampon de la situation. Bon. Et ça, c'est les collectivités territoriales qui peuvent organiser, et dans d'autres domaines, on pourrait les citer. Ça, c'est le rôle des collectivités territoriales, qu'elles soient départementales, municipales et métropoles. Mais là, voilà une action conjointe. Si on peut la favoriser, elle a un rôle de santé publique extrêmement important, surtout dans ce domaine-là. Sur le point de l'obésité, il y a eu un rapport du McKinsey Global Institute il y a quelques années sur l'obésité qui mettait en avant que pour réussir à vraiment avoir un impact au niveau systémique, il fallait réussir à assembler plusieurs dizaines d'interventions très larges qui doivent mobiliser, encore une fois, des coalitions très larges, les collectivités locales, le système de soins, les cantines scolaires, on en a parlé ce matin, l'agroalimentaire, les employeurs, etc. Quelle est votre expérience de ça et comment est-ce qu'on peut réussir, au fond, à mobiliser, encore une fois avec cette logique de territorialisation, mais comment est-ce qu'on arrive à mobiliser ces coalitions-là ? Bien, à mon avis, il faut d'abord l'analyse du territoire dans lequel vous êtes. Parce que vous ne pouvez pas donner la même réponse si vous avez une population avec une grande précarité ou si vous avez une population qui a les moyens et qui a une diversité d'apports alimentaires. Si vous avez 5% des familles qui ne mangent qu'avec les restos du cœur, ce qui est le cas dans ma commune, vous ne pouvez pas être dans l'injonction en disant il faut prendre 5 fruits et légumes par jour. Vous êtes à côté de la plaque. Néanmoins, cette recommandation a du sens, si vous voulez. Donc il faut d'abord analyser les choses et adapter vos recommandations de santé publique. Au départ, on a voulu bien faire. On a fait, par exemple, un programme dans les écoles maternelles et les petites classes, en population générale. On s'est aperçu que finalement, c'est les familles qui en avaient le moins besoin qui bénéficiaient de ces programmes. Donc, il faut essayer de comprendre qu'il faut aller en s'adaptant avec les populations qu'on a. Ce qui est intéressant, c'est de faire une analyse préalable. C'est ce que font, par exemple, les contrats locaux de santé, qui sont ces outils qui sont développés par l'ARS depuis quelque temps, de se saisir beaucoup de communes. Mais là, c'est une analyse préalable de la situation du territoire qui fait que vous choisissez un axe, un autre. Bon, en pédiatrie, il y en a plusieurs. Mais, à mon avis, c'est l'analyse précise préalable. Cette notion de localiser les solutions. Ouais. Le territoire auquel vous vous adressez puisse être en harmonie avec ce que vous faites. Alors, plus le territoire est petit, plus c'est facile. Plus vous allez vers le département, la région, plus c'est compliqué. Marguerite, et puis après. Moi, je pense qu'il y a un élément qui est vraiment très important parce qu'effectivement, il y a beaucoup de programmes de prévention, des réseaux, des choses qui sont mises en place sur les CH. Et toute la problématique que j'observe, moi, en tant que médecin généraliste, effecteur, c'est le pas, c'est-à-dire entre moi, le moment où je rencontre le patient, et je sens qu'il y a un besoin, et le moment où il va arriver à ces dispositifs, des ateliers de groupe, etc. Et là, on a vu toute la difficulté. Et effectivement, moi, le fait d'avoir travaillé avec cette infirmière qui fait son enquête sur les ressources du territoire et qui prend en mon nom et en coopération avec moi très proche, ancre avec les différents dispositifs, permet aux patients de l'amener à ces soins-là. Parce qu'il existe beaucoup. Et en fait, le gros problème, je pense, dans notre système, c'est ce hiatus et ce fossé qu'il y a entre moi, la première rencontre, et les patients passent par chez nous en tant que médecin généraliste, parce qu'un jour ou l'autre, tous ces patients en précarité, ils aboutissent où? Dans les soins de premier recours. Et ce hiatus-là et ce fossé-là, c'est sur celui-là qu'il faut travailler. Et donc, en repenser le niveau de premier recours. Repenser le niveau de premier recours. Et je crois que notre système
il souffre un peu de ça, d'armer le niveau de premier recours. Je me suis armée au niveau du premier recours et je suis en capacité de donner une réponse aux patients plus large, voilà, et d'aller donc sur le territoire, sur les ressources du territoire. Je crois que les ressources du territoire sont bien fournies, mais c'est les ressources du premier recours qui manquent de quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille ensemble. Jacques. Je voulais juste vous apporter un témoignage complémentaire, parce qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord sur le caractère de l'adaptation au territoire. Les territoires ne sont pas homogènes. Et vous parlez, madame, de patients. Les mêmes patients, les vétérinaires les voient arriver dans leur cabinet avec les animaux. Ils sont détenteurs d'animaux. Les animaux sont devenus, pour certains, des membres de la famille et sont un révélateur, finalement, de l'état de santé mentale, si je peux peut-être pas utiliser les bons termes, de leurs propriétaires. Et je crois qu'on ne parle pas assez entre médecins vétérinaires de ces signes avant-coureurs que nous pouvons détecter sur l'animal qui, à un moment donné, peut faire apparaître des symptômes, je dirais, médicaux, pathologiques, qui peuvent nous faire penser à quelque chose qui commence à émerger dans un foyer familial. Et d'ailleurs, je vous renvoie à un projet de loi là, qui est en discussion actuellement sur la maltraitance animale et le lien maltraitance animale, maltraitance humaine, mais aussi, il faut voir l'autre côté positif, c'est l'animal médiateur d'un certain nombre de solutions pour son maître. Et on en revient sur cette idée de cercle familial et de l'importance de ça dans la prise en charge. Oui, je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'effectivement, ce qui, à mon avis, devrait être changé, c'est vraiment le rôle des pouvoirs publics comme guide sur ce qu'il serait peut-être souhaitable de faire à un moment donné, en fonction du contexte actuel, et d'accompagnateur des mises en place. Mais sur les territoires, on ne pourra implanter correctement aucun programme, sinon les gens n'iront pas, à partir du moment où ça ne se rencontrera pas une logique du lieu dans lequel on essaye de l'implanter. On le sait depuis longtemps, il y a plein de programmes qui ont fonctionné formidablement bien quelque part, qu'on a voulu implanter comme formidables ailleurs et qui ne marchent pas. Parce que ça n'est pas culturellement compatible, donc, même si c'est microculturel, mais ce n'est pas compatible. Donc il faut absolument créer des choses à partir des demandes et des possibilités locales. Ouais. Et je pense qu'on reviendra ensuite, je pense, à la fin sur au fond, quel rôle pour l'État, compte tenu de tout ce qu'on se dit. Je voudrais, avant qu'on aille là, qu'on revienne sur une des questions, et peut-être pour Frédéric, les déterminants sociaux sont absolument essentiels dans l'état de santé de la population. Je serais intéressé de savoir, en tant que maire, comment est-ce qu'on appréhende cette question-là et ce facteur dans la prise en charge et dans la santé. Je pense que de tout ce qu'on a déjà dit depuis quelques minutes, il ressort qu'effectivement le niveau local ou municipal est un niveau autour duquel il y a beaucoup de choses à faire, parce que c'est la base. Après, il y a des grands programmes, il y a des grands financements, il y a des grands objectifs, et bon, ça vient en plus, mais là où on veut effectivement essayer d'être efficace pour repérer des signaux faibles avant les problèmes, quels qu'ils soient d'ailleurs, que ce soit une personne qui est dans une tendance suicidaire, un problème dans une famille, enfin bref, quel que soit le problème. C'est vrai que c'est en ayant la possibilité tous de pouvoir échanger et se parler. Il y a encore des blocages. C'est monsieur, je crois, Chevènement, quand il était ministre de l'Intérieur, donc ça va commencer à dater un peu, qui avait essayé le premier de mettre en place des conseils locaux de sécurité et de prévention, où une des idées, c'était de dire que peut-être que ceux qui s'occupent de police et de répression peuvent discuter aussi avec les services sociaux et partager leurs informations. Je peux vous dire que sur le terrain, et on est quelques dizaines d'années après, on en est encore assez loin. Donc il y a encore des étapes à passer pour qu'effectivement on puisse mieux croiser les informations. Ce qui est important, c'est de mieux croiser les informations. Un maire, avec ses services municipaux, il s'occupe des enfants du plus petit âge ça va jusqu'au cimetière. Il y a la gestion du cimetière. Bon, mais ce que je veux dire, c'est qu'entre-temps, à toutes les étapes de la vie, on croise des gens, et on s'en occupe plus ou moins, on les connaît, et
de plus en plus, la population se tourne vers sa mairie. Mais on n'est pas tout seul. Il faut travailler avec des professionnels, il faut travailler avec des réseaux divers, effectivement, qui peuvent permettre d'avoir des réponses qui sont ciselées. Donc, à la question comment on connaît les déterminants, finalement, il n'y a pas d'études statistiques des choses. On sait où vit la population qui a besoin d'être un peu plus accompagnée que d'autres. On sait par des informations diverses et variées qu'il peut y avoir des problèmes à tel ou tel endroit et que finalement, c'est le croisement et l'expérience de tout ça qui nous permet d'essayer de bâtir des réponses. Et ça, pour en avoir parlé avec beaucoup de maires, on a une approche très pragmatique des choses. Mais c'est vrai que la grande idée, c'est d'arriver à permettre à se faire confiance, se connaître les uns les autres, se faire confiance, et toutes les initiatives au niveau local qui permettent de rapprocher les différents acteurs font que finalement, on est tous des hommes et des femmes. Enfin, on a besoin de se connaître pour se faire confiance, savoir qui fait quoi, et que quand on a un tel problème, on peut s'appuyer sur vous, monsieur, ou sur les médecins généralistes, parce qu'ils sont eux-mêmes engagés dans des... Et c'est comme ça qu'on bâtit des réponses appropriées. À condition de se parler, on revient au point qui était mentionné tout à l'heure, de dire il faut qu'il y ait une culture commune et il faut que les gens se soient appréhendés. De ce point de vue-là, je finirai là-dessus, mais les collectivités locales, enfin en tout cas les communes, font de plus en plus de prévention. Enfin, moi, maintenant, je commence à être un vieux maire, ça fait plus de 12 ans. Donc, on passe là, demain, on démarre Octobre Rose. On a fait la semaine dernière, je ne sais plus sur quelle pathologie et sur quel accompagnement. On travaille. Moi, j'ai été invité à l'ouverture de la création de la CPTS. Les médecins m'ont gentiment invité, ce qui est aussi nouveau. Donc, il y a plein de choses qui font que ces sujets-là, cette dimension-là, on y est de plus en plus attentif. Cette notion de s'ouvrir à l'autre, elle est la même chez tous les acteurs. Donc je pense que le champ de la prévention peut se nourrir de toutes ces initiatives. Après, à l'État de définir des stratégies, de poser des règles de financement, mais ça, c'est une autre affaire. Jacques ? Oui. Pour les collectivités territoriales, néanmoins, il y a les prérogatives de chacune à travers les lois de décentralisation qui ont un peu figé au départ, quand on allait voir les collectivités, si c'était de leur champ ou pas de leur champ. Je pense par la région, par exemple, quand elle va chercher dans ses textes fondateurs, elle trouve assez peu de choses. Dans les mairies, finalement, dans les textes de fonctionnement des mairies, d'objectifs, il y a assez peu de champs de la santé, assez peu. Il y en avait un, c'était la surveillance des vaccinations des enfants. Alors après, les collectivités peuvent se saisir, comme vous l'avez fait, d'un thème. Et le problème, c'est que ce n'est pas des domaines opposables, c'est-à-dire que quand vous figez quand même dans la réglementation ou la loi, le département doit faire telle ou telle chose, ben c'est opposable. Si c'est laissé au bon désir des institutions, certes, ça donne de la dynamique locale, c'est parfait, rien n'étant opposable, c'est une disparité qui peut s'installer sur les territoires. Voilà la seule remarque que je voulais vous donner. Alors, juste... pour compléter ce que vous dites, et c'est pas du tout, ça converge vers vos propos, mais pour compléter, les communes ont la chance d'avoir une clause de compétence générale. C'est-à-dire, effectivement, évidemment, c'est de l'argent public, donc on ne fait pas n'importe quoi avec de l'argent public. Ça, il y a des règles de gestion de la dépense publique. Mais sur les compétences et sur le fait de savoir si tout d'un coup on veut s'investir dans la lutte contre la prévention, contre le suicide, ou au contraire la culture du petit pois dans les champs communaux, enfin, je veux dire, dans des champs qui seraient communaux, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est vrai que les autres niveaux de collectivité locale ont des compétences strictes. Maintenant, il faut dire la vérité, c'est que chacun fait un peu tout et n'importe quoi, et on revient sur un débat qui est la question de l'empilement, où on ne sait plus très bien qui fait quoi, parce que c'est vrai qu'avec le temps, même si le département a des compétences sociales fortes, s'occupe des collèges et des routes, quel département ne fait pas de culture, ne fait pas de tourisme, ne fait pas de je ne sais pas quoi. Bon, tout ça se mélange un peu, mais c'est un autre débat sur un autre sujet. Mais c'est vrai que chacun peut amener sa pierre à la prévention pour rester sur le sujet. Pour être élu régional en Île-de-France, à la région Île-de-France, mais comme quasiment toutes les régions maintenant aujourd'hui, se sont beaucoup investis sur ces sujets, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Marguerite. Oui, juste une remarque sur l'émergence des communautés professionnelles territoriales de santé, qui en fait ont le mot territoire, collectivité territoriale, communauté professionnelle territoriale de santé, qui réunissent l'ensemble des professionnels sur les territoires et qui, dans leur mission,
ont des missions de prévention, de mise en place d'actions de prévention. Et je crois que là, on ne peut pas se faire, je suis présidente d'une CPTS, dans une zone démographique extrêmement défavorisée, et j'ai un lien très fort avec le territoire, les élus du territoire, qui m'aident énormément et qui ont une vision panoramique des problèmes et des déterminants sociaux qui m'aident à construire aussi, et savent les besoins qu'ils ont, et comment les professionnels vont pouvoir répondre à ces besoins. Je pense que ça, c'est aussi une opportunité pour l'amélioration de l'état de santé. Peut-être, Laurence, effectivement, parce que vous cumulez une expérience en ARS, la MSA, médecin coordinateur, donc oui, quelle rejoins perspective? Effectivement tout à fait cette approche. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a des dispositifs très multiples et qui offrent effectivement de nombreuses compétences que tout le monde ne connaît pas. Donc on ressent effectivement le besoin d'un maître, voilà, d'un chef d'orchestre, ou voilà, de mettre en musique un petit peu toutes ces compétences, toutes ces richesses qu'on a sur les territoires. Et c'est vrai qu'on a des outils, donc vous avez évoqué tout à l'heure les contrats locaux de santé, qui permettent effectivement là aussi de faire travailler ensemble des élus, donc des collectivités locales, territoriales, les ARS, l'assurance maladie, puisque nous aussi on participe à de nombreux contrats locaux de santé. Donc c'est là aussi de faire des diagnostics de territoire, d'analyser effectivement force-faiblesse des territoires sur de nombreux volets, hein, pas que sur le champ santé d'ailleurs, c'est aussi bien volet social, précarité, etc. Et d'arriver effectivement aussi à définir des pistes d'action pour améliorer bien évidemment le contexte de vie des habitants sur ce territoire. Et puis le deuxième dispositif, donc les communautés professionnelles territoriales de santé, qui là sont plus à la main au départ des professionnels de santé de proximité. C'est vrai que ça a été une chance aussi qui a été donnée il n'y a pas très très longtemps, hein, donc depuis 2 ou 3 ans, donc on a pu voir effectivement cette approche de la reconnaissance quelque part de la médecine de proximité aussi, qui a permis aux acteurs de proximité de s'organiser entre eux, mais de faire intervenir là aussi les hôpitaux et de travailler avec les partenaires médico-sociaux et les collectivités sur leur territoire, là aussi à partir d'un diagnostic, hein, de ce territoire, et mettre en place des actions qui sont vraiment adaptées et qui répondent aux besoins. Vous parliez de chef d'orchestre, mais alors du coup, c'est qui est mieux placé pour être le chef d'orchestre? Est-ce que c'est le premier recours? Est-ce que c'est la collectivité locale? Est-ce que c'est l'hôpital? Qui est le mieux placé pour être le chef d'orchestre? Faut-il un chef d'orchestre ou faut-il des gens qui répètent ensemble et qui finalement, le chef d'orchestre, c'est très français, hein, de mettre toujours un chef, et c'est peut-être ça aussi le problème, c'est qu'à un moment donné, en fonction, quand on change de chef, on change de musique. Je pense que la question, c'est surtout de faire répéter les groupes de musiciens, on va dire de communautés ensemble, et faire bien répéter déjà qu'ils s'harmonisent chacun, et après qu'ils répètent ensemble. Donc c'est la question, comment on fait répéter ensemble les collectivités territoriales, les communautés professionnelles de santé, les diverses ressources du territoire, et comment avec tout ça, on arrive à faire quelque chose d'efficient pour les patients. Parce qu'on est quand même là, au final, pour la santé des patients, c'est-à-dire notre santé, la santé de nos enfants et l'avenir aussi de notre planète. Oui. Marc, et puis Jacques. C'est une excellente question parce que on voit bien qu'on a un grand complexe en France, mais pas qu'en France. C'est qu'effectivement, on a toujours le sentiment qu'il faut un chef, et que s'il n'y a pas de chef, ça va partir dans tous les sens. Et on ne se rend pas compte, mais on bloque beaucoup de choses comme ça. On a besoin d'instances de régulation, ça c'est imparable, parce que tous les systèmes, quand ils sont en agitation, comme ça, au bout d'un moment, peuvent partir dans des directions qui ne sont pas compatibles avec d'autres aspects qui paraissent prioritaires. Donc il y a besoin d'une régulation, mais la plupart des cas, si on laissait les choses faire, elles s'auto-réguleraient correctement. Pas forcément dans tous les... Je ne veux pas dire que c'est la solution miracle par rapport aux difficultés, mais en tout cas, c'est une réponse qui est très sous-utilisée. Et je pense qu'il faut, et c'est pour ça d'ailleurs, on le fait un petit peu par voie réglementaire, il faut par exemple des patients dans un certain nombre de commissions pour mettre en place des dispositifs, etc. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont leur place comme tout le monde, c'est parce que ça ne peut pas fonctionner sans qu'ils soient là.
ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais après, vous savez, c'est comme les bilans biopsychosocial. Le bilan biopsychosocial, chacun va faire son petit diagnostic dans son coin, puis on va mettre tout ça ensemble, et puis on va penser qu'on va trouver la solution. Ça ne marche pas terrible. Ce qui marche bien, c'est quand on met tout le monde autour de la table, qu'on laisse brainstormer tout ça, et qu'après, on voit ce qui se passe. Et c'est là, d'ailleurs, que chacun reste vraiment le plus dans son domaine de compétences, contrairement à ce qu'on croit. Hein. Jacques. Alors, vous m'excuserez, mais moi, je reste sur la tradition qu'il vaut mieux avoir un chef. Parce que ça évite la compétition lorsque le problème arrive. Et je vais vous donner un exemple qui est celui de l'influenza aviaire qui, vous savez, dans le sud-ouest, a été dramatique pour les populations avicoles, et notamment de canards. Et tout retard à l'allumage par rapport à la détection d'un signal faible ou d'un début de crise se traduit en un nombre de canards qu'il faut abattre. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas de solution autre que de modéliser. Alors, il faut que, effectivement, le socio-écosystème, à un moment donné, identifie quels sont les facteurs de risque, quels sont les risques qu'il a à gérer, qu'il les modélise et qui disent que dans telle ou telle solution, voilà comment les choses vont se passer et qui va prendre la décision et qui va la réguler. Et il n'y a pas un chef pour toutes les solutions, bien entendu. Et là, c'est là où il faut une cartographie au niveau des régions. Mais je crois que si on voit bien ce qui s'est passé dans la crise de Covid, on a vu il y avait une absence à un moment donné de direction parce qu'on ne savait pas tout. Et on a vu émerger un certain nombre de charlatans qui sont venus prendre la parole en lieu et place de la parole scientifique. Et je pense que là, il y a un besoin d'un chef. Et le chef, dans une crise comme le Covid, le chef, c'est le président de la République. Et c'est lui qui doit amorcer les politiques publiques et les décliner jusqu'au territoire. Oui. Une petite remarque. Est-ce qu'il n'y a pas deux situations différentes? Quelque chose en régime normal où finalement les choses sont prévisibles, et je suis bien d'accord, ce modèle, on ne va pas apprendre à marcher tous les jours, hein, on est bien d'accord. Mais il y a aussi, et moi je vais citer aussi le Covid, on a la situation de la Covid, qui sont des situations inédites. Enfin, on pouvait les prévoir, mais pas celle-ci en particulier. Et là, des fois, il y a, quand on applique des systèmes, on l'a bien vu, hein, qui sont préétablis, qui peuvent être dans un certain nombre de choses mis en défaut. C'est ce qu'on voit dans les familles, hein, puisque moi je travaille énormément avec les familles, c'est-à-dire que tant que ça va bien, les systèmes avec les chefs et les organisations verticales, ça marche très bien. Mais sinon, pour quelque chose qui est complètement hors cadre, tout le monde est perdu. Une économie de paix et une économie de guerre, si je comprends bien. Oui, Jacques. Pour essayer d'harmoniser toutes ces institutions, il y a quand même un petit défaut français, ça a été l'hospitalocentrisme. C'est que dans toutes les réformes qu'on a proposées depuis un certain nombre d'années, on a quand même assez souvent laissé forcément l'hôpital au centre, où l'hôpital a essayé de rattraper l'histoire, parce que d'une part, l'hôpital allant mal, il essaie d'aller trouver des financements ailleurs, et donc forcément il se met dans l'histoire au centre, si vous voulez, et on a bien du mal par moment à montrer que malgré le discours du virage ambulatoire qui est tenu depuis quelques années, puisque c'est le terme retenu par les ARS, eh bien on est encore, à mon avis, dans l'hospitalocentrisme, et un peu, c'est non pas que l'hôpital ne sert à rien, loin de là de cette pensée, mais il y a des problèmes où il n'a pas de compétences. Les problèmes que vous avez en proximité de première intention, l'hôpital ne sait pas mieux faire que vous. Et si c'est lui qui est encore le chef d'orchestre, si vous voulez, je pense que là, il y a quelque chose qui est mal pensé. Ce n'est pas qu'on veut y avoir du pouvoir pour autre chose, mais on a bien vu au moment de la structuration des réseaux, puisqu'il y avait quand même de l'argent qui avait été mis sur la table, l'hôpital allait mal, il cherchait des postes, il voulait trouver de l'argent, et c'était un jeu comme ça. Donc il ne faut pas être naïf, hein. C'est aussi ça la difficulté entre les territoires, les institutions et, je dirais, l'exercice de la santé publique. Non. Oui, Frédéric. Oui, bon, moi j'ai toujours un peu tendance à tempérer l'accusation d'hospitalocentrisme, non pas qu'elle n'existe pas, sans doute elle existe à certains endroits, ça, il n'y a pas de sujet, bien sûr, il faut que... Il n'y a pas de raison qu'il ne faille pas balayer devant la porte de l'hôpital. Néanmoins, moi je vois quand même dans beaucoup de territoires des hôpitaux qui rêveraient de pouvoir se concentrer sur leur boulot, qui rêveraient de pouvoir n'être que des plateaux de recours, éventuellement ouverts sur la ville pour mener des actions de prévention, aider à prendre leur part, c'est pas aider, ils ne sont pas plus savants que d'autres, mais prendre leur part dans la structuration de filières de prise en charge, etc. Mais ils rêveraient
parfois que ne pèse pas aussi sur eux la crise malheureusement que vit la médecine libérale aujourd'hui, où la crise elle n'est pas qu'à l'hôpital. Tous les acteurs de santé aujourd'hui traversent des difficultés qui font que, à un moment, ça pèse sur les uns ou sur les autres. Donc, je pense que c'est un peu une vieille lune, cette histoire de discours sur l'hospitalocentrisme qui serait à l'origine de tout. Vu les problèmes qu'ont aujourd'hui les hospitaliers, réellement, si la médecine de premier recours, ils seraient les premiers heureux à ce que la médecine de premier recours puisse à nouveau retrouver sur tous les territoires, un vrai rôle structurant de porte d'entrée dans le système. Et à la rigueur, un hospitalier va vous répondre que le chef dont on parle à l'instant, c'est tout sauf lui. Parce que lui, il n'intervient normalement, sur le papier, à un moment de la prise en charge, mais il n'intervient pas forcément en amont. Donc là-dessus, j'aurais plutôt tendance, moi, à vous dire, si on reste sur la question du chef, qu'à la rigueur, le maire, quelque part, il peut être, si ce n'est le chef, parce que ça sera, mais en tout cas le facilitateur, celui qui peut-être a la capacité, parce qu'à la rigueur, il a une petite légitimité vis-à-vis d'un territoire, ayant été élu, mais il n'est pas sachant de tout, mais il peut au moins mettre autour de la table des acteurs différents qui, institutionnellement, peut-être ne seraient pas amenés à se parler spontanément. Déjà ça, c'est déjà un rôle modeste, mais c'est un rôle important. Qu'en pense le premier recours? Pour faire la paix en quelque sorte, c'était peut-être que la problématique se situe plus que l'hospitalocentrisme, c'est aussi la question de la définition des missions et la gradation des soins, qui n'est peut-être pas assez définie dans notre pays. De soins de premier recours, soins de deuxième recours, soins de troisième recours, et chaque intervention. Et le niveau de soins de premier recours, je le redis, je suis dans mon rôle, qui n'a pas été assez musclé pour remplir ces missions, et les missions gonflent, et en même temps des modèles économiques qui ne sont pas adaptés et qui font qu'aujourd'hui, on a du mal à recruter dans le premier recours. Je crois que voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Peut-être, oui, je voulais faire deux remarques, effectivement, pour rebondir sur ce qui a été dit. Alors, déjà, il y a un mot qu'on n'a peut-être pas employé encore suffisamment ou peut-être même pas du tout. D'ailleurs, c'est le terme de parcours de santé, parcours de vie. Et je pense qu'effectivement, notre rôle, c'est aussi d'accompagner un parcours et qu'on soit tous au service d'un parcours. C'est un mot qui est revenu très très fortement dans la stratégie nationale de santé, dans la loi de 2016. On voit que ce mot de parcours, il est quand même très fort parce qu'il nous soude, finalement, il nous fédère autour des patients, autour des personnes de notre territoire, si on est responsable sur un territoire, mais en tout cas, on a tous une responsabilité quelque part par rapport à ce parcours. Et puis la deuxième remarque que je voulais faire, peut-être aussi pour essayer de mettre un peu tout le monde d'accord, alors plutôt qu'un chef d'orchestre, moi je vois des nouvelles professions peut-être, ou des nouveaux métiers qui apparaissent effectivement sur nos territoires depuis quelques années. Donc ça a commencé timidement par des coordonnateurs dans les maisons de santé pluriprofessionnelles, parce qu'on s'est rendu compte effectivement que des gens qui travaillent ensemble, qui ne sont pas forcément du même horizon professionnel, quelque part, il faut les accompagner dans ce travail ensemble. Alors ce n'est pas un chef, c'est un coordonnateur, et ce nouveau métier, on le voit maintenant apparaître de façon tout à fait prégnante dans les communautés professionnelles territoriales de santé. C'est vraiment effectivement la personne qui va essayer de... C'est un peu le couteau suisse, on dit toujours, parce qu'il faut de multiples connaissances, à la fois du juridique, de la logistique, de l'animation d'équipe, etc., aussi chef de projet, savoir aller frapper à la bonne porte pour obtenir des bons financements sur tel ou tel projet, accompagner les professionnels de la communauté donc effectivement dans la définition de leurs actions, etc. Donc c'est peut-être plus qu'un chef, c'est cette notion de coordonnateur qui me semble importante dans toutes ces organisations, parce que c'est cette personne-là qui va essayer effectivement de mettre un petit peu d'huile dans les rouages et essayer de faire que tout le monde arrive à mieux travailler ensemble. Donc ça, c'est un nouveau métier qu'on accompagne. Effectivement, il y a des nouvelles formations qui apparaissent sur ces métiers de coordonnateur, donc en lien avec le HESP, donc l'école des hautes études de santé publique de Rennes, qui commence à former ces coordonnateurs, et on voit que ça répond à un besoin de plus en plus nécessaire. Merci. Alors, je voudrais maintenant qu'on prenne encore un pas de recul
au fond, qu'on s'éloigne encore du système de soins et qu'on se pose la question maintenant de la santé plus globale, environnementale, et les facteurs de risque qui vont être liés à notre environnement plus ou moins direct, dans lequel on va retrouver l'environnement, le changement climatique, la santé animale. Comment est-ce qu'on appréhende ça? Jacques, peut-être? Je vais aller dans votre sens. Je ne vais pas vous parler de santé humaine ni de santé environnementale. Je ne suis pas légitime et pas compétent. J'aurais pu vous parler de santé animale. Je suis légitime, mais je pense que ce n'est pas le débat. On n'est pas sur ces trois santés. Elles sont interdépendantes, on est bien d'accord. Le travail qu'ont fait les professionnels de santé dans le cadre du Covid est remarquable. Et à la limite, je comparerais ça. Cet été, on a eu des méga incendies avec des pompiers qui ont déversé des tonnes d'eau pour éteindre un incendie, mais qui n'y ont pas réussi. Là, on était sur une méga pandémie avec toutes les problématiques que nous avons eu à gérer, et elles ont été remarquablement gérées au mieux qu'on a pu faire. Maintenant, il faut se poser la question de la santé au-dessus de tout ça. Et la santé au-dessus de tout ça, c'est la santé de l'écosystème, du socio-écosystème. Alors, c'est quoi un socio-écosystème? Est-ce que c'est une commune? Est-ce que c'est une région? C'est un ensemble d'acteurs humains et non humains qui vont partager, interagir. Et je crois que ce qu'il faut qu'on se pose comme question pour éviter de nouvelles pandémies, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble, tous, avec quelle ambition? Et l'ambition, c'est quoi? C'est par exemple de dire comment nous adaptons le socio-écosystème pour éviter l'émergence d'une pathologie vectorielle type moustique ou même type tique, si vous voulez. Et je pense que quand on se met dans ce raisonnement-là, personne n'a la vérité, tout le monde a un bout de la vérité. Et il faut donc se mettre ensemble, il faut apprendre à collaborer ensemble. Et c'est là où les difficultés commencent. Alors je dirais qu'il y a deux conditions avant d'être ensemble. Il faut déjà des acteurs sur le terrain présents. Oui. Donc je vous renvoie aux déserts vétérinaires, aux déserts médicaux, aux déserts électroniques ou Internet. Parce que ça, c'est important. Et il faut que l'État soit dans les territoires, parce que sinon, il n'y aura pas cette capacité à partager. Mettons que nous soyons suffisamment dans un territoire et que nous pouvons partager. C'est déjà une bonne chose. Et là, il va falloir que nous apprenions les uns et les autres de nos compétences. Et si j'ai une certaine amertume en tant que vétérinaire dans ce cadre de ce Covid, c'est que finalement, ou à NELS, qui est le thème de la journée aujourd'hui, les vétérinaires, ils vont pouvoir vous l'illustrer, mais plutôt dans ce qui n'a pas marché, ou dans ce qui a été pour eux une frustration énorme. Frustration lorsqu'il a fallu mobiliser les plateaux de diagnostic. Il a fallu 3 mois, 4 mois, le ministre a parlé de 3 semaines. Certainement, quand le dossier est venu sur son bureau, il a pris 3 semaines pour prendre la décision. Mais avant, il y a eu 3 mois de travail pour le faire accepter. Et moi, j'ai en mémoire ce qu'une ministre de la Santé, en 2010 ou 2013, je ne sais plus, a dit à l'Assemblée nationale en disant « Chacun son métier, les vaches seront bien gardées ». Et bien aujourd'hui, on est bien à la limite du problème. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment, effectivement, ensemble, on garde les vaches avec nos compétences les unes et les autres. Et si je veux donner un autre exemple, lorsque mon confrère Thierry Lefrançois a postulé ou a été, je dirais, nommé à la commission scientifique, moi, j'ai eu un coup de fil en tant que président de l'Ordre pour essayer de voir quelles étaient les motivations, pourquoi, comment. Et on m'a renvoyé une image en disant « Mais le vétérinaire, il va s'ennuyer dans ce comité scientifique. Pourquoi a-t-on besoin d'un vétérinaire » Donc, moi, ça m'a scotché, si vous voulez, comme réflexion. Et on a parlé ce matin d'antibiorésistance. Les vétérinaires, on l'a dit, ont fait un super boulot sur l'antibiorésistance dans leur domaine de compétences. Aujourd'hui, l'image que nous renvoient un certain nombre de médecins, alors, pas forcément sur le terrain, je ne vais pas dire que c'est dans tel ou tel bureau de la rue de Ségur, ce n'est pas mon problème, mais le message qu'on nous renvoie, c'est que les vétérinaires, finalement, ne seraient que la médecine du Moyen-Âge de l'homme. Donc, il y a à discuter avec des gens qui ne sont pas de niveau, si vous voulez. Moi, je considère aujourd'hui que la médecine vétérinaire, elle est, sur certains secteurs, en pointe par rapport à la médecine humaine, et le domaine du diagnostic en est un exemple. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on se connaisse. On a essayé dans les territoires, par exemple avec la rage, on discute entre vétérinaires et entre médecins sur ce domaine-là, puisque quand un animal mort, un enfant par exemple, il a une surveillance sanitaire à mettre en place. Combien de médecins ont le réflexe
d'envoyer le chien en contrôle chez le vétérinaire pour effectivement faire en sorte que nous soyons sûrs et certains qu'il n'y a pas de risque de contamination de la rage de l'enfant mordu. Voilà des choses sur lesquelles il faut que nous travaillions ensemble, il faut qu'on se connaisse, il faut qu'on accepte effectivement la différence. Et il faut accepter, on a parlé de silos tout à l'heure, de sortir de nos silos et puis de se mettre autour de la table. C'est un vrai projet, pour moi, de territoire. C'est un vrai projet de territoire. Et le départ du territoire, c'est qu'il faut quand même des professionnels. Parce que si vous n'avez plus de professionnels, vous n'aurez plus de santé animale, plus de santé des plantes, mais aussi plus de santé humaine. Oui, Jacques. Dans votre sens, et puis réhabiliter les vétérinaires. En vaccinologie, les vétérinaires ont eu un rôle fondamental depuis le 19e siècle, et un des plus beaux livres de vaccinologie est fait par un de vos confrères belges qui a publié toute une histoire de la vaccinologie, et on voit très bien le croisement de ses savoirs et ses expériences qui fait qu'un certain nombre de candidats à vaccins vétérinaires ont switché après vers les travaux de recherche aussi chez l'humain, et que c'est effectivement un croisement tout à fait important. Voilà, c'était pour... Si je peux me permettre une autre anecdote, parce que finalement, c'est par les histoires qu'on raconte le mieux. Début de la pandémie Covid, les vétérinaires se sont déclarés à peu près, on est 20 000 en gros en France vétérinaires, 5 000 se sont déclarés à la réserve sanitaire. En gros, utilisés par le système médical, je crois que ma main droite va suffire pour compter ceux qui ont été mobilisés. Et encore, on leur a dit une chose, vous ne dites pas que vous êtes vétérinaire. Parce que, voilà, c'était quelque chose qui pouvait effrayer. J'ai retenu quelques points de notre discussion jusqu'à présent. Cette notion de nécessité d'avoir une approche large, et non seulement ne pas être que sur le soin, mais même penser plus large que uniquement santé humaine. L'idée qu'il faut mobiliser des coalitions d'acteurs très larges, qu'on a besoin sans doute de repenser à la fois le premier cours, mais même au fond la présence des professionnels dans les territoires, cette notion de territorialisation des solutions, un thème qui est revenu plusieurs fois, qui était celui au fond du dialogue. Il faut se connaître, il faut développer une culture commune, et puis la notion de disposer des données et des analyses qui permettent de nourrir ce dialogue-là. Mais alors du coup, je reviens à la question qu'on se posait tout à l'heure, quel rôle pour l'État dans tout ça? Jacques. Si vous parlez par exemple d'environnement, l'État a un rôle réglementaire très important qui permet dans un certain nombre de domaines de diminuer les facteurs de risque. Bon, j'ai par exemple travaillé très longtemps sur l'intoxication au plomb des enfants. Il a fallu qu'au bout d'un moment, il y ait une loi qui permette d'abord de déclarer la mairie obligatoire, déclaration obligatoire, une réglementation dans des peintures, réglementation d'un certain nombre de choses qui n'existaient pas. Et donc l'État, à mon avis, a déjà ce rôle-là. Et puis après, d'inciter des politiques qui, par exemple, en thème environnemental, la discussion sur, par exemple, l'asthme de l'enfant est quand même tributaire dans les villes de beaucoup d'agressions aériennes qui pourrait être diminuée par une politique de la ville différente, une politique du transport différent. L'État, à mon avis, son rôle d'incitation des politiques, là, à avoir, si vous voulez, qui va se décliner national, même d'un point de vue international, mais en tout cas restons au niveau national. Si l'État ne prend pas ces décisions, ne prend pas les décisions réglementaires qui imposent et ne les finance pas, vous pouvez faire dans les mairies tout ce que vous voulez, les médecins tout ce que vous voulez, ça ne servira strictement à rien. L'exemple des perturbateurs endocriniens, si vous voulez, qui arrivent maintenant de façon beaucoup plus instruite qu'autrefois, là, si vous ne faites pas de réglementation, c'est pareil. Fixer les règles. Ben oui, c'est quand même le rôle de l'État de faire ça. Alors, entièrement, complètement, le rôle de l'État, c'est effectivement de fixer un cadre normatif, on va dire. C'est aussi de flécher des financements, c'est-à-dire d'inventer des modes de financement pour permettre effectivement de faire en sorte que sur le transport, on change le type d'investissement pour tout type, et ce qui commence à se faire aujourd'hui, puisque les financements maintenant, quels qu'ils soient, sont souvent fléchés avec des objectifs qui sont beaucoup plus précis qu'ils ne pouvaient être avant, et plus exigeants sur le plan environnemental ou de l'impact sur la santé de chacun, que beaucoup plus qu'il ne l'était avant. Et puis il y a un troisième rôle aussi que l'État pourrait faire, qui ne fait pas du tout aujourd'hui, et qu'on pourrait rêver de le voir faire, c'est à partir du moment où il fixe des objectifs, être capable de les évaluer, c'est-à-dire de permettre
de corriger si ça ne va pas, ou au contraire d'encourager si ça fonctionne pour aller plus loin. Ça serait effectivement un rôle majeur, parce que si on ne veut pas d'un État qui fasse tout, il faut qu'il laisse la place on parlait tout à l'heure des acteurs locaux, mais qu'il faut laisser la place aux acteurs. Et si on ne veut pas d'un État qui réglemente tout depuis Paris jusqu'à de manière totalement uniforme, ce modèle-là est fini, il faut qu'effectivement un État qui puisse évaluer ou accompagner l'évaluation de ce qui se fait ici ou là, pour dire finalement ça va dans le bon sens, ou il faut corriger, parce qu'il faut aussi pouvoir corriger. Mais pour ça, il faut effectivement avoir une vraie politique d'évaluation, ce qui est une vraie politique d'évaluation, ce qui n'est pas le cas, dans une dimension où on sorte un peu de notre jacobinisme et notre bureaucratisme débridé, et on accepte de lâcher la bride aux gens, quoi. Ça, c'est vrai que rendre responsables les personnes, savoir les accompagner et savoir les évaluer, et être exigeant au moment de l'évaluation, puisque ça va, plus on vous donne d'autonomie, plus on est capable aussi d'évaluer cette autonomie. Là, ce sera un cadre rêvé. Marguerite, Jacques. Je pense que l'intervention du ministre de l'Agriculture a été assez éloquente sur l'axe politique qu'il donne en termes d'agriculture, avec toutes les limites qu'on peut comprendre dans la mondialisation, l'Europe et toutes les règles. Mais déjà, donc, je crois que l'État y fixe quand même des caps. Après, je crois que c'est vrai que c'est repenser, il me semble que l'État, enfin c'est peut-être le rôle de l'État, c'est de repenser un peu la santé publique à tous les niveaux, d'investir dans cette mission de santé publique qui finalement, ce que je disais tout à l'heure à un collègue médecin, je disais, mais en fait, moi en tant que médecin généraliste, je rencontre des médecins de santé publique que dans les ministères ou dans des instances rares, alors qu'en fait, ils devraient être tout près de nous, quoi, en quelque sorte. Donc repenser ça, le repenser d'un point de vue de qu'est-ce qu'on y met dedans réellement et comment on le finance. Voilà. Et nous, on réfléchissait, donc, dans le cadre d'AMG France, c'était sur la notion d'un forfait santé publique, quoi, un vrai forfait habité par des missions de santé publique dans lesquelles les médecins, en tout cas, ça pourrait être valable pour tous les autres professionnels de santé, les infirmiers, puisqu'ils ont des forfaits aussi, les pharmaciens, etc., pourraient s'investir chacun à leur niveau et avec une gradation dans l'investissement. Donc je crois qu'il y a un rôle vraiment très, très important là-dessus. Et puis je dirais, à mon avis, c'est toujours pareil, c'est une question de renversement. Je reviens tout à l'heure à ce que vous disiez, M. Valletoux, sur la question de laisser les acteurs de terrain. Il faut renverser un peu le système pour qu'il va favoriser l'innovation. Voilà. Je crois que c'est favoriser l'innovation et la soutenir là où elle a du sens et l'évaluer, effectivement. Moi, si je prends l'exemple du plan éco-antibio côté vétérinaire, l'État a réglementé, fixé des objectifs et responsabilisé les acteurs qui étaient les vétérinaires et les éleveurs. Et le résultat a été, pour moi, remarquable aujourd'hui et continue à être remarquable. L'autre exemple sur les politiques de l'État, c'est la question du maillage vétérinaire et de la présence des vétérinaires dans les territoires. Et ça va avoir des répercussions certainement. C'est un sujet qui est aussi un sujet pour les médecins. Et là, en l'occurrence, le rôle de l'État, ça a été de réglementer, c'est-à-dire de permettre aux collectivités territoriales d'aider au maintien ou à l'installation. Ça a été aussi de fournir une boîte à outils en disant, voilà, on va faire des phases pilotes, on va financer des phases pilotes et après on va mettre en commun. Donc je crois que là, il y a le côté incitatif. Et encore une fois, au final, il faut responsabiliser, là je suis complètement d'accord, l'ensemble des acteurs pour qu'il y ait une solution qui permette à tous les animaux de recevoir des soins en temps et en heure. Laurence, Jacques, ouais, vous vouliez intervenir ? Je repensais aussi à ce qu'avait dit M. Rousseau tout à l'heure. L'autorité sanitaire ne peut rien faire toute seule. Il faut embarquer tous les acteurs. Donc effectivement, le rôle de l'État, c'est bien, on est bien d'accord, fixer un cadre, fixer, un certain cap. Mais derrière, c'est les acteurs qu'il faut arriver à mobiliser. Et c'est les acteurs de proximité, finalement, qui vont faire évoluer ou faire bouger les lignes. Et il faut leur donner la possibilité aussi de faire bouger les lignes. Vous parlez d'innovation, moi je suis complètement d'accord. Il faut soutenir l'innovation, il faut soutenir les expérimentations, et puis voir après ce qui marche, évaluer bien sûr, si ça marche pas, si ça marche, eh bien voilà, on généralise derrière, c'est comme ça qu'on avance finalement dans
dans la santé de façon générale. Mais voilà, je pense qu'il faut tenir aussi compte, prendre en compte les expériences, les retours d'expérience. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, la crise sanitaire a permis de faire naître des coordinations, des gens se sont parlé, ils ont travaillé ensemble, ils ont monté des projets ensemble. Le national nous a demandé de remonter finalement tous les projets qui avaient été mis en place sur les territoires dans le cadre de la crise, et je pense que là aussi c'est effectivement pouvoir capitaliser finalement sur des expériences sur ce terreau, parce que la crise a été aussi un terreau d'innovation, ça a été un côté, peut-être un côté positif si on peut dire, mais en tout cas c'est dans ces moments peut-être de crise où on se retrouve, où on se serre les coudes et puis on arrive à faire émerger peut-être des nouvelles organisations. Oui, Jacques. Simplement, pour la délégation au territoire d'un certain nombre de projets à partir d'impulsions nationales, on en a déjà depuis de nombreuses années. Pour ce que je connais, par exemple, la protection de l'enfance ou l'aide sociale à l'enfance et la PMI, c'est délégué au département, à eux de les financer avec une part un peu de l'État ou de la sécurité sociale qui rentre dedans. Mais pour l'instant, il n'y a pas une évaluation de chaque territoire, savoir s'il y a une égalité de chance au niveau de l'ensemble des territoires. Et on voit bien que non. Pourquoi ? Parce qu'à la fois, il y a les populations qui ne sont pas les mêmes, et deuxièmement, parce que les choix des politiques dans les départements ne vont pas prioriser telle ou telle chose, du fait de leur couleur politique, de plein de choses, si vous voulez. Ce qui fait qu'en termes de républicains, eh bien, une inégalité peut s'installer. Je ne dis pas que c'est le cas tout le temps, mais c'est un risque. Et il faut trouver les moyens, comme vous disiez, de pouvoir avoir un rétrocontrôle, de mettre des objectifs clairs quand on vous délègue quand même des missions. Et puis savoir écouter ce que les gens, effectivement, de terrain font remonter comme besoin qui n'est pas encore couvert. Marc. Si le rôle de l'État, c'est de donner des grandes directions, ne pas dire de ce qu'on doit faire en pratique, c'est aussi un rôle très important de veiller que les systèmes ne brident pas certaines expressions. Parce qu'en creux, il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui s'auto-répliquent, dont finalement la logique l'emporte sur la réalité de ce qui se passe à un moment donné. Je pense par exemple les associations, notamment dans les hôpitaux, qui ont une place qui n'est pas celle qu'elle devrait être. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des gros problèmes, et ça a été rappelé, merci, sur la démographie médicale. Hein. Je pense que tout le monde est bien au courant de ça, qui rend le travail quasi impossible actuellement pour beaucoup d'entre nous. Mais l'État devrait aussi inciter d'autres structures à s'exprimer, et peut-être que lier plus organiquement les structures associatives avec le fonctionnement de l'hôpital, ça permettrait finalement de dégager un certain nombre d'actions qui sont tenues par d'autres personnes, les médecins, les personnels soignants, et qu'elles n'ont pas à faire. Bah écoutez, merci. Merci de ce débat passionnant. Et on laisse la place à la table ronde suivante. Merci à vous.